Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Stambach-Ternoir, députée de Haute-Garonne. Je suis accompagnée de M. Julien Bayou, député de Paris. J'en profite pour excuser notre collègue Karen Hérodi, députée du Tarn, et aussi Aymeric Caron, député de Paris. Karen a un empêchement, elle ne pourra pas être avec nous aujourd'hui et Aymeric devrait nous rejoindre en cours de route. Et tous ensemble, nous avons aujourd'hui donc le plaisir d'accueillir trois intervenants porteurs du projet Une autre voie, qui est un projet alternatif donc à l'autoroute A69. Nous accueillons donc aujourd'hui Anne Sanchez, qui représente le collectif La Voie est libre, ce collectif historique qui lutte localement contre le projet de la 69 depuis des années. À côté, Karim Layani, qui est urbaniste et paysagiste et initiateur donc, du projet Une autre voie. Et à ses côtés, monsieur Amin Messal, qui est ingénieur et qui est aussi ambassadeur des jeunes pour le climat au G7. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus jusqu'à nous, jusqu'à l'Assemblée nationale, donc, pour nous présenter ce projet. Donc juste pour rappeler un peu le cadre, l'autoroute A69, vous le savez, c'est l'autoroute Toulouse-Castres, qui est en fait un projet qui a été pensé il y a plus de 25 ans, qui est complètement anachronique aujourd'hui et décorrélé notamment des enjeux climatiques, écologiques que nous connaissons, puisque c'est un projet qui finalement double une route nationale, la route nationale 126, avec donc une autoroute qui va détruire près de 400 hectares de terres agricoles, de nombreuses espèces protégées, des zones humides, qui va complètement bouleverser l'hydrologie locale, par exemple, à l'heure de la sécheresse que nous connaissons et des enjeux autour de l'eau. Et je veux en profiter pour rappeler que même le Conseil national pour la protection de la nature avait rendu un avis extrêmement négatif sur ce projet, c'était à l'automne dernier, en disant qu'en fait, déjà, il ne reconnaissait pas le caractère d'intérêt public majeur pour ce projet, notamment parce que il était en contradiction avec les engagements de la France, tant en termes de zéro artificialisation nette que de zéro perte de biodiversité, ou même d'ailleurs de pouvoir d'achat, puisqu'en l'occurrence, cette autoroute propose un aller-retour à 17 € pour les usagers, ce qui est absolument colossal. Bref, actuellement, il y a des recours qui sont portés devant la justice sur ce projet. On attend donc évidemment le verdict, mais le gouvernement lui a choisi donc de passer en force et de démarrer les travaux, donc au prix évidemment de dégâts irréversibles sur la nature et le vivant. Et c'est ainsi que le 1er septembre dernier, à minuit 1, à Vendines, de nombreux arbres de très beaux platanes centenaires ont été abattus. Vous avez certainement vu ça. Pourquoi à minuit 1 ? Eh bien parce qu'en fait ces arbres étaient protégés. On avait pu prouver qu'il y avait des nidifications en cours. Du coup, l'abattage n'était pas possible pendant l'été, mais il pouvait reprendre le 1er septembre. Résultat des courses, grâce à un dispositif de gendarmerie absolument fabuleux, il y avait 2 hélicoptères qui tournaient, enfin bref, le préfet de la Haute-Garonne a même utilisé un arrêté de chasse prétextant une battue au sanglier pour boucler le périmètre et empêcher en fait l'accès aux arbres. Et bien, grâce à tout ce dispositif, ils ont abattu donc les arbres dès minuit 1, sous les yeux désemparés de nombreux militants qui étaient venus là pour essayer de les protéger. Ça a été un message qui a été perçu extrêmement violemment. Là, c'est vraiment le passage en force. À minuit, on peut, eh bien, on détruit. On n'attend pas qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau de la justice. Et cet événement a provoqué des réactions extrêmement désespérées, et en l'occurrence c'est ce jour-là que M. Thomas Braille a dit qu'il se mettait en grève de la faim. Il a été ensuite suivi par plusieurs personnes, ils sont aujourd'hui 14 à être en grève de la faim, c'est le 25e jour pour M. Thomas Braille, et je veux qu'on se rende compte en fait de ce qui se passe aujourd'hui. On arrive à un moment où il y a un tel désespoir face à la fois l'urgence de préserver le vivant et par là même en fait de préserver nos conditions de survie sur cette planète d'un côté, et de l'autre la surdité totale du gouvernement face à ces enjeux, que les gens sont prêts à mettre leur propre vie dans la balance pour essayer de faire changer les choses. Hier encore à Toulouse,
200 scientifiques ont publié une tribune donc adressée notamment au gouvernement. Parmi ces scientifiques, 2 sont membres du GIEC, par exemple. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'évidemment que le projet n'est absolument pas soutenable aujourd'hui et ils demandent l'arrêt des travaux. Et je souligne que c'est au même moment que M. Emmanuel Macron nous annonce son grand plan de planification écologique tout en nous criant son amour pour la bagnole. Je le cite. On voit bien que là, on est face à un moment où le gouvernement marche, à mon sens, complètement à côté de l'histoire, en tout cas s'il persiste en ce sens, et qu'à l'inverse, on doit penser nos politiques de transport autrement. Je précise que M. Clément Beaune prétend que des alternatives ont déjà été étudiées pour l'autoroute A69 et qu'elles seraient non convaincantes. Je veux préciser que c'est faux. En réalité, la seule chose qui a été un peu étudiée, ce sont d'autres projets de 2 fois 2 voies. Et même, donc ça n'a rien à voir avec, par exemple, le projet global qui va vous être proposé aujourd'hui. Et en plus de ça, même l'autorité environnementale a dit et redit que ces études étaient largement insuffisantes pour permettre donc la réalisation de ce projet. Ici, donc, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est une vraie alternative complète. Vous allez le voir, au-delà même d'une alternative à l'autoroute, c'est un vrai projet de territoire, en fait, qui a été pensé, qui, à mon sens, est porteur d'espoir et qui s'inscrit justement dans le respect de nos limites planétaires et dans un véritable objectif de transition écologique pour le coup. Donc merci beaucoup à vous d'être donc venus ici pour nous montrer qu'un autre monde, en tout cas un autre projet ici est possible. Et je te laisse compléter. Merci Anne Steinbach. On dit Steinbach, ah oui, tu ne prononces pas l'alsacienne, d'accord. Aussi à l'alsacienne justement. Pour l'introduction, moi très rapidement pour dire que je me réjouis qu'on puisse enfin parler d'alternatives dans cette opposition très dure, très douloureuse et en fait absolument nécessaire. C'est-à-dire que c'est une agression à l'égard du vivant qui est en cours et il y a une opposition, et moi je soutiens toutes les oppositions pacifiques et non violentes, ou non violentes donc pacifiques, selon moi, à cet écosite qui est programmé. Je ne voudrais pas être long, mais on part en fait d'une erreur à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur une application de rendez-vous de médecin, pour ne pas la nommer, que vous positionnez à Castres et que vous cherchez un dermato ou un ophtalmo, on vous envoie à Toulouse, on vous envoie à Castelnaudary, on vous envoie à 35 km. Et c'est du fait du manque de services publics de proximité, en particulier la médecine ou la culture, qu'on va vous expliquer le besoin artificiel, ou en tout cas présenté comme crucial et légitime, d'aller toujours plus vite à Toulouse. Le besoin est de pouvoir vivre sereinement et avec l'ensemble des services publics et aménités à Castres. Voilà, je pense que c'est remettre un peu les choses à l'endroit, mais je suis content qu'on puisse parler des alternatives. Moi, je suis encore traumatisé par le drame qui est survenu à Sivins il y a 10 ans, où finalement un homme a perdu la vie pour avoir défendu le vivant contre un projet qui ultérieurement a été déclaré illégal. Et on était sur la même opposition. Voilà. Donc si votre travail permet de sortir par le haut, je m'en réjouis, on voudra absolument y contribuer. Moi j'appelle Clément Beaune et Carole Delga à suspendre toute activité le temps que la justice passe et que justement nous puissions étudier les alternatives que vous allez nous présenter. Merci à vous pour cet effort de remettre du collectif et j'espère de la vision constructive dans une opposition qui est aujourd'hui délétère. Nous risquons tous d'y perdre, et à commencer évidemment par Thomas Braille qui est très, très fragilisé avec sa grève de la faim. Vous m'entendez ? Ok. Donc premièrement, merci beaucoup. On est très très heureux de venir ici pour présenter ce travail. Je rappelle pas là du coup l'actualité de la situation, vous l'avez très bien fait. Simplement, nous voulions revenir, notamment Anne et moi, avant que Karim rentre vraiment dans les détails de l'alternative, sur le contexte. Un tout petit peu, très très rapidement. La situation étant que on n'est pas du tout dans les clous au niveau notamment de nos objectifs climatiques, mais le secteur des transports en particulier
l'est particulièrement en retard. Ça s'explique très simplement. En France, on a un tiers des émissions qui proviennent du transport. Et à l'intérieur de ces émissions, 80% proviennent de la voiture individuelle. Donc c'est à peu près évident que tant qu'on ne remet pas en cause l'aménagement du territoire tourné autour de la voiture individuelle, on ne s'attaque pas à ces 80%, donc on ne s'attaque quasiment pas au un tiers des émissions de la France. Donc la situation sur le secteur des transports est assez préoccupante au regard de nos objectifs climatiques qui sont quand même inscrits dans la loi depuis quelques années. Voilà, donc ça c'est le premier point. On va pas épiloguer sur les transports, mais bon, ce serait potentiellement assez facile à décarboner sur la majorité d'entre eux, parce qu'il y a seulement 1,3% des transports en France qui sont effectués sur un trajet de plus de 80 km. Donc voilà, la majorité des transports sont sur une distance inférieure, donc il y a beaucoup d'alternatives qui existent sur ces distances. Sur l'artificialisation, ce qui se passe n'est pas moins préoccupant. Les 150 dernières années ont donné lieu à une croissance démographique en France très significative. La population a doublé en 150 ans, mais le rythme d'artificialisation est allé beaucoup plus vite. La surface artificialisée a été multipliée par 9 pendant que la population a doublé. Donc on n'est pas en train d'artificialiser pour construire juste des logements de manière inexorable pour contenir une croissance démographique, on fait autre chose. On fait des autoroutes, on fait des plateformes logistiques, on fait des parkings, on fait des zones commerciales, on fait beaucoup d'autres choses que ce qu'on faisait avant. Et donc on peut être, comme on l'est aujourd'hui, avec un excédent de logement. Il y a moins d'habitants par logement qu'il y a plusieurs décennies. Et pourtant, n'être pas dans les clous au niveau de l'artificialisation. Donc c'est assez, faut faire attention, mais c'est pas du tout automatique et on fait beaucoup d'autres choses que la construction de logements. Très rapidement sur la biodiversité, on prend un chiffre, on pourra en avoir en cascade pendant 2 heures, mais on a perdu 30% des populations d'oiseaux. Il se passe la même chose au niveau des insectes, des sols, etc. Mais ça c'est très concret, hein. C'est très concret parce que ça signifie que si on n'a plus de pollinisateurs, les maraîchers du sud de la France, notamment d'Occitanie, vont avoir du mal à trouver un emploi. C'est la même chose avec les agriculteurs s'il n'y a plus d'eau, etc., etc. Donc même le BTP a besoin d'eau pour fonctionner. Donc c'est ce qu'on dit quand on parle de perte de biodiversité, c'est extrêmement concret, mais aussi pour les emplois des gens des territoires. Pas simplement d'un point de vue de l'amour des arbres et des abeilles, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est une chose. On revient peut-être pas, comme ça a déjà été dit, sur la multitude d'avis défavorables quand même, qui est assez unanime sur ce projet. Le CNPN, ça a été dit, aura un rapport en disant que ça rentre en contradiction avec les objectifs de la France. On a l'autorité environnementale qui a été très dure, qui a eu des mots très durs, qui juge le projet archaïque. Le Conseil général à l'investissement parle de surestimation manifeste des gains. Il y a aussi la Técopole, les 200 scientifiques qui rendent une tribune hier. Donc 200 scientifiques, c'est une plateforme quand même de recherche sur l'aménagement du territoire, l'écologie, le développement économique en Occitanie. Donc c'est 200 chercheurs, il y a 2 auteurs du GIEC dedans qui sont unanimes. Il n'y a pas une seule personne qui est favorable à ce projet dans cette plateforme d'expertise. Donc voilà, du côté des citoyens, c'est pas mieux. On a eu une enquête publique environnementale, 6000 contributions, 90% d'avis défavorables. Donc bon, que ce soit les organes indépendants, d'évaluation indépendants, les scientifiques du territoire et les citoyens, il semblerait qu'il y ait matière à réflexion. Or ce projet, comme on va le voir, va très vite dans sa mise en chantier. Je voulais dire un mot, moi, avant qu'on passe à l'alternative, au désenclavement. Parce que si on parle d'alternative, on est en train de parler d'alternative à quelque chose. Et donc une alternative à un projet dont on aurait besoin. Parce qu'il n'y a pas d'alternative s'il n'y a pas de besoin. Et le besoin annoncé, affiché, répété par les décideurs et les porteurs de ce projet, c'est le désenclavement d'une région qui serait enclavée économiquement, au niveau des transports, au niveau des emplois. Simplement, le problème étant que les géographes, donc les 30 dernières années d'études en aménagement du territoire, des urbanistes, des géographes, des économistes des transports, répètent la même chose. C'est un constat qui a été formulé en 70, qui a été confirmé en 90 et qui est maintenant, qui tourne presque au théorème.
on ne désenclave pas automatiquement quand on construit des infrastructures routières. Les réseaux n'ont pas d'effet automatique, ils peuvent donner naissance à de nouvelles stratégies spatiales et ils amplifient les tendances existantes. Donc, concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que si on construit une autoroute entre Toulouse et Castres, ce qu'on va faire, c'est pas forcément développer économiquement Castres, ça se prévoit, j'y viens. Mais par contre, c'est le renforcement des tendances existantes, c'est-à-dire la compétitivité, l'attractivité et la croissance de l'agglomération toulousaine va continuer. Et justement, on va mettre en concurrence le bassin d'emploi de Castres et de Mazamet avec l'agglomération toulousaine. Donc on va renforcer, on va amplifier les écarts d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est un point très très important. Les économistes n'ont pas un avis moins tranché sur la question. C'est le renforcement des tendances existantes, c'est la polarisation des espaces, notamment au niveau de l'emploi. Et même le ministère de l'Environnement, en 2000, donc je vais citer, écrit « Le développement socio-économique par les infrastructures relève plus du slogan que de la réalité ». Donc ça, c'est le ministère de l'Environnement en 2000. Publication de Dron, Cohen et Lara. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement documenté, ça fait 20 ans. Et donc on a une mécompréhension des décideurs et des porteurs de projets de cette littérature, de ces réalités pourtant empiriques de l'aménagement du territoire. Et l'illustration parfaite, c'est encore il y a quelques semaines, Madame Delga qui reprend le livre de Thomas Piketty et Julia Cagé en se trompant et en faisant un grave contresens, puisque évidemment aux auteurs de répondre immédiatement que quand ils parlent de déséquilibres territoriaux, ils ne le disent pas pour justifier la construction d'une autoroute et que c'est même l'inverse, ils appuient sur la création de transports en commun. Donc ça c'est une chose que je voulais bien appuyer. Donc ça se prépare, un développement économique, ça peut être appuyé sur une infrastructure de transport, mais pour ça il faut que ce soit préparé. L'autoroute entre Albi et Toulouse, elle a donné lieu à plusieurs années, voire décennies de préparation. C'est la seule autoroute au moment de sa construction qui a été gérée par les collectivités territoriales. Donc le Tarn a fait pression, le Tarn a demandé qu'il y ait 6 échangeurs au lieu de 2 prévus initialement. Il y a eu des partenariats avec les entreprises du territoire, c'est quelque chose qui a été discuté, qui a été planifié. Et là, dans le cas de cette autoroute, c'est assez inédit ce qui est en train de se passer. Les documents d'urbanisme, les PLU, les SCOT, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, n'ont pas été mis à jour et ne prévoient pas du tout, il n'y a aucune mention de cette autoroute sur les documents d'urbanisme des 5-10 dernières années. Il y a une mention en 2021 où on dit « Ah oui, la 69 va avoir un effet bouleversant, il faudrait qu'on commence à travailler ». Et puis 48 jours avant le début des chantiers, la DDT du Tarn commence à s'inquiéter de ça et lance des chantiers pour discuter de comment est-ce qu'on pourrait avoir un développement économique justement grâce à l'autoroute qu'elle s'ancre dans un projet de territoire. Donc 48 jours avant les chantiers. Hein. Pour les autres projets en général c'est plusieurs décennies, plusieurs années. C'est ce qui se passe toujours avec à Rouen, à Strasbourg, etc. etc. Donc ce n'est pas préparé, les documents d'urbanisme ne sont pas à jour sur ce plan. Et ensuite, un dernier point, même si on peut discuter des impacts écologiques, ça a été fait, même si on peut dire que le désenclavement n'est pas automatique, encore faudrait-il que cette région soit enclavée économiquement. Donc ça c'est quelque chose d'assez important quand même, parce qu'on est en train de se demander comment désenclaver une zone qui ne l'est peut-être pas. Bon, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet encore une fois, mais le plus significatif selon moi c'est quand même le législateur qui en 2019, donc c'est un texte du Sénat là, qui est adopté en première lecture en 2019, précise une définition de l'enclavement. Il dit qu'une commune elle est enclavée ou une zone quand elle se situe à plus de 50 km ou 45 minutes d'automobile d'une aire urbaine qui contient entre moins de 1500 à 5000 emplois. Le bassin Castres-Mazamet selon l'INSEE en 2022 c'est 33 000 emplois. Donc nous cherchons toujours l'enclavement économique sur ce plan-là. Et si on agrandit le bassin, Castres-Mazamet avec toute la périphérie et tous les bassins d'emploi qui sont à quelques dizaines de kilomètres, donc l'INSEE en 2023, c'est une zone de 160 000 habitants, c'est 60 000 emplois. C'est une zone qui est extrêmement attractive. La moitié des entreprises de la zone d'Albi s'implantent à Castres et pas à Toulouse. Et réciproquement. Donc on a seulement 20% des entreprises qui viennent s'implanter à Toulouse quand elles viennent d'Albi.
Donc c'est Castres-et-Mazamet attire plus que l'agglomération toulousaine pour les entreprises qui sont dans le bassin d'emploi. Castres-Mazamet est proche d'Albi. Donc encore une fois, le mythe de l'enclavement de cette région a la vie dure, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et là, je cite des données de l'INSEE, hein. C'est pas des associations, c'est pas des ONG, c'est pas des militants. Voilà. Donc je voudrais dire un dernier mot sur l'attractivité de cette région. On a une zone aussi qui attire plus en proportion que Toulouse de population étudiante les dernières années. Donc ça c'est toujours pareil. C'est des données du Dialogue métropolitain toulousain qui a publié un rapport en 2017. Donc on est, si vous voulez, c'est très 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 compliqué pour nous de voir comment cette zone peut être considérée comme enclavée. Il y a plusieurs définitions de l'enclavement, économique, accès aux services publics, etc., les transports. Mais là, sur tous les points, c'est assez compliqué de unanimement définir cette région d'enclavée. Donc pour résumer ce que je viens de dire, on a un gros problème avec des dégâts écologiques majeurs vis-à-vis de ce projet, qu'on discute parce que quand même on pourrait avoir un bénéfice du désenclavement qui n'est pas certain, pour une région qu'il est difficile de dire qu'elle est enclavée. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser Karim parler de l'alternative. Pardon, je vais laisser Anne parler avant. Moi, je suis membre de La Voix est libre. La Voix est libre est un collectif qui rassemble des opposants, mais aussi des citoyens qui essaient de pourvoir l'intérêt général et les communs sur ce territoire et de montrer que cette infrastructure est une infrastructure uniquement dévastatrice et que pour penser l'aménagement d'un territoire, il faut d'abord connaître le territoire et ensuite effectivement aménager des infrastructures. Donc le problème est pris complètement à l'envers. Pour rappeler un bref historique des principales dates de cette lutte, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet des travaux après que les autorisations environnementales aient été délivrées le 1er mars 2023, et ce malgré 90% des 6200 contributions qui ont été défavorables, avec un avis des commissaires enquêteurs qui émettent des réserves dont une n'est toujours pas levée et qui rend ce rapport encore défavorable. Depuis le mois de mars, les travaux commencent avec des abattages d'arbres, y compris des arbres d'alignement qui sont censés être protégés. Nous déposons tout de suite un recours suspensif pour essayer d'arrêter cet abattage illégal des arbres d'alignement, notamment les platanes de Vendine. Des militants s'emparent des lieux et donc protègent ces arbres. On les surnomme les écureuils. Aujourd'hui, ils sont dans un triste état de désespérance. Il y a aussi des écureuils de machines qui s'emparent des machines, qui sont ensuite arrêtés. Certains vont comparaître devant la justice. On va leur réclamer des dommages et intérêts sur des abatteuses qui n'ont pas été du tout endommagées. Le collectif est là pour soutenir juridiquement et effectivement collecter des fonds pour cette lutte au pied à pied. Des centaines d'arbres commencent à être abattus. Certains sont des sujets qui ont plus de 200 ans d'âge. On commence par les propriétés privées, des cèdres, des frênes. Ensuite, les arbres d'alignement protégés ou non protégés et les parcelles boisées, notamment une zone boisée, humide, qui est une réserve ornithologique créée en 1990. Le tracé prévoit de passer à 500 mètres de cette zone protégée. Ensuite, l'actualité des travaux démarre. Il y a une interruption le 31 mars des abattages des arbres pour respecter la période de nidification des oiseaux qui doit s'interrompre donc le 1er septembre. Et le 1er septembre à minuit 3, la batteuse est déjà devant le parking de la mairie de Vendine. 23h30, elle rentre en marche à minuit 3 et les opposants sont gazés
alors qu'ils n'ont aucune arme de défense. Il y a 2 hélicoptères, des drones et des caméras thermiques. Tout ça pour un arrêté de chasse. Entre-temps, la bataille juridique se muscle, se renforce, puisque le 23 juin 2023, 2 recours en annulation sur ces autorisations environnementales sont déposés auprès de la justice, avec, aux côtés de La Voix est libre, 14 autres co-requérants. Je ne citerai que les plus emblématiques, mais ils sont nombreux. La Confédération paysanne, évidemment le GNSA et bien d'autres. Ces recours vont tenter de démontrer que ce projet, qui doit être justifié, un projet d'une telle ampleur doit être justifié par une raison impérative d'intérêt public majeur. Or, elle n'est pas démontrée. Elle n'est pas démontrée. Pour cela, la justice a besoin de 18 mois, peut-être 24 mois, et nous réclamons la suspension des travaux pour que cette pression des travaux ne s'exerce plus et pour que la justice puisse enfin examiner le dossier et dire le droit, l'intérêt général, qui est absent de ce projet. Ce projet, on va le voir avec les chiffres de Karim, est inutile, injuste socialement et profondément écocidaire. Inutile d'abord parce qu'un projet d'infrastructure autoroutière doit justifier d'un trafic débordant. Or, la RN 126, elle ne compte un trafic qui est inférieur à 8000 véhicules par jour. Alors c'est vrai qu'aux abords de Castres et de Toulouse, on peut avoir des pics à 17 000 véhicules en soirée, mais aujourd'hui, le Conseil d'orientation des infrastructures ne préconise la construction d'autoroutes que pour des trafics supérieurs à 10 000 véhicules. Donc on est complètement hors des clous. Donc inutile à ce titre-là. D'autre part, c'est une autoroute qui, soi-disant, doit répondre à des objectifs de sécurité. C'est vrai que les accidents dans le Tarn ont augmenté de 33% sur une période récente. Mais figurez-vous qu'ils ont augmenté d'abord sur l'autoroute A68, sur l'autoroute qui rejoint Toulouse à Albi, et non pas sur la RN 126. Et les accidents qui ont lieu sur la RN 126, ils sont essentiellement occasionnés au centre des bourgs, des villages. Et justement, ce projet d'autoroute va confisquer les 2 grands contournements qui ont été construits en 2008 et en 2012. Donc, non seulement les objectifs de sécurité ne seront pas remplis, mais ils risquent d'être renforcés. C'est-à-dire qu'il y aura certainement plus d'accidents parce que, de nouveau, ces bourgs vont être traversés par le trafic. Alors, les gens qui accepteront de prendre cette autoroute, ben, ça sera des gens quand même assez fortunés puisque vous avez le chiffre de 17 € aller-retour qui est mentionné, et ça, c'est un chiffre actuel. Alors, on nous dit effectivement que les gens qui vont avoir un abonnement vont payer 200 € à l'année. Enfin, ça reste quand même une somme pour faire des déplacements pendulaires tous les jours. Par mois, pardon, oui, par mois. 200 € par mois et 230 € exactement, et 2000 donc par an, pour reprendre tes chiffres. Donc il y a une véritable injustice sociale, puisque les gens qui ne pourront pas se payer cette autoroute continueront à emprunter la route nationale, et les conditions de trafic seront dégradées, puisque pas moins de 11 ronds-points vont entourer l'autoroute, et pour traverser les bourgs, il ne faudra pas gagner 15 minutes avec l'autoroute, il faudra en perdre 20 minutes de plus. Voilà ce qu'on réserve aux gens qui ne pourront pas prendre l'autoroute. Également, on peut dire qu'elle est profondément injuste au regard des financements qui vont être engagés dans ce projet. On a la somme globale de 450 millions d'euros, qui est effectivement une somme colossale, mais quand on voit l'étendue des travaux qui sont à prévoir entre les remblais, les décaissements,
on comprend que ce sont des investissements pharaoniques qui attendent le territoire et qui ne sont pas justifiés. Là-dessus, 24 millions d'euros sont apportés par les financements des collectivités et le reste donc par le concessionnaire. Mais le concessionnaire, en fait, ce qu'il fait, c'est une avance au contribuable. Il commence les travaux et ensuite, pendant le temps de la concession, c'est-à-dire 55 ans, il va se rembourser à des tarifs qui sont aujourd'hui de 17 euros, 36 euros pour les camions, et cela pendant 55 ans. Donc même si aujourd'hui le dispositif n'est peut-être pas rentable, il va l'être très très vite. Et là où il y a une injustice énorme, c'est les déviations qui vont être de nouveau intégrées dans le réseau autoroutier. Et ça a coûté aux contribuables et aux locaux 75 millions d'euros. Donc en fait, on parle de 89 millions d'investissements de dépenses publiques qui sont confisqués aux contribuables. On en vient effectivement au dernier caractère de ce projet, le caractère écocidaire, vous l'avez dit. Pas moins de 4 organisations environnementales se sont prononcées contre, l'autorité environnementale, le CNPN, l'Office français de la biodiversité et la commission locale de l'eau. Parce que depuis cet été, avec les départements du Tarn et de la Haute-Garonne qui sont en crise de sécheresse, ce problème effectivement remonte à la surface, sans mauvais jeu de mots. Le concessionnaire annonce des besoins de 230 000 mètres cubes. Principalement, comment va-t-il s'approvisionner? Avec des bassins de rétention, mais des bassins de rétention, il faut qu'ils soient remplis par la pluie. Donc là, il y a un déficit. On a appris qu'il démarche très activement des tas de propriétaires privés qui possèdent des lacs pour récupérer l'eau de ces retenues. Et ces travaux d'eau, ces utilisations d'eau ont déjà commencé parce qu'ils se sont livrés à des travaux de terrassement. Des terrassements qui utilisent les eaux des nappes phréatiques. Donc ça, je pourrais en parler plus précisément à des journalistes si vous voulez le détail. Et également des gros ouvrages d'art, notamment sur les rives de l'Agout, près de Castres, où là va être construit un viaduc sur une zone Natura 2000. Nous avons déposé au mois de fin juillet un recours pour dénoncer ce massacre environnemental et malheureusement nous avons été déboutés. Donc l'eau c'est un véritable massacre, saccage. Rappelons que le tracé de l'autoroute se trouve en parallèle de la RN qui elle-même suit les cours d'eau, en principalement l'Agout, le Sor et le Giroux, qui sont des cours d'eau majeurs de cette vallée et qui sont ni plus ni moins le château d'eau de l'Occitanie. Voilà. Donc ils vont être certains déviés, certains bouchés, certains asséchés, en tout cas saccagés. Le chiffre évidemment des 366 hectares de terres agricoles artificialisées est colossal. On peut rajouter les 22 hectares de zones humides qui présentent la caractéristique dans cette vallée d'être éparses, mais justement très très importantes de par leur multiplicité. Et il y a un chiffre que tu n'as pas mentionné, mais qu'on va quand même maintenant dire, c'est les 8000 hectares qui vont être aménagés une fois que le tracé est construit. C'est-à-dire ce qu'on appelle les AFAP, les aménagements fonciers, forestiers, les ZAC, les plateformes logistiques, pour rejoindre le discours d'Amine tout à l'heure, qui attendent les communes. Hein. Alors, nous voulons effectivement, autant faire se peut, que ça soit suspendu au plus vite. Il y a uniquement 10% des travaux qui sont engagés, donc il est encore temps de dire stop. Et surtout, nous voulons proposer une alternative sérieuse, une alternative réfléchie. Amine nous a rejoint dans le collectif suite à la manifestation
qui s'est déroulé sans incident au mois d'avril. Il a travaillé tout l'été et vous allez voir, c'est un projet très concret et un projet fastueux pour le territoire, un vrai projet. Voilà. Merci. Donc oui, c'est Karim et Amine nous a rejoint aussi, puisque en fait, effectivement, nous tentons quelque chose. Bonjour à toutes et tous. Nous tentons quelque chose d'assez inédit aujourd'hui dans cette lutte. C'est que pour la première fois dans l'histoire des luttes un peu écologiques en France, nous avons travaillé très dur pendant cet été pour proposer à nos concitoyens et à nos décideurs politiques un nouvel horizon, de nouvelles perspectives pour ce territoire. Et donc, je vais vous en parler maintenant. Ça a été donc un travail qui s'est fait tout cet été avec les opposants du collectif La Voix est libre. Nous avons travaillé dans le plus grand secret, malheureusement, ou heureusement, pour ne pas faire accentuer la pression sur les travaux de la part du concessionnaire. Et pour donc arriver au 1er septembre, ou plus exactement le 29 août, à proposer à nos élus et à la presse ce projet alternatif qui a été présenté en conférence de presse au même moment où l'État envoyait des gendarmes, 200 gendarmes à Vendine. Donc ils l'ont fait vraiment en même temps que la conférence de presse dans une action coordonnée, malheureusement. Donc cette alternative, c'est une alternative qui a pour ambition de proposer, de mettre en débat dans la société, au sein des partis politiques et au sein du gouvernement même, de nouvelles perspectives. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que l'horizon de nos décideurs politiques était bouché dans cette histoire. Ça fait des années que l'on parle de désenclavement, qu'on parle d'augmenter la vitesse, etc. Or, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous allions vers un nouveau paradigme. Et ça, vous allez vite le comprendre. C'est qu'il n'y a pas d'enclavement, comme l'a dit Amine. Le seul endroit que moi je connais qui a été enclavé ces 3 dernières années, c'est la vallée de la Roya, où il fallait venir en hélicoptère. Et ça, c'est à cause des catastrophes qui nous attendent. Donc, nous, on ne veut pas ce monde-là, on ne veut pas un monde enclavé. On veut un monde où il y ait plus de liens. Un monde où nous pouvons vivre avec un peu plus de sérénité qu'aujourd'hui, et donc nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne sommes pas fatalistes face aux 50 degrés qui nous attendent en 2050, car il faut le dire, c'est ce qui nous attend, et nous proposons à nos décideurs politiques de nous rejoindre dans un projet qui peut justement ouvrir de nouvelles perspectives et donner de l'espoir. Alors quel est ce projet ? Ce projet, c'est un grand plan de revitalisation écologique du territoire. C'est un projet d'abord, et je vais le détailler plus tard, qui parle effectivement de mobilité et non pas juste de déplacement, de gagner des minutes ou d'aller d'un point A ou un point B. Nous pensons que derrière les mobilités se jouent des référentiels et des modes de vie beaucoup plus vastes que cette simple question fonctionnelle qui nous est tout le temps répétée de gagner du temps. Donc 3 voies connectées et interconnectées entre elles pour plus de multimodalité. En premier lieu, le réaménagement ambitieux, vous allez le voir, de la nationale 126, mais pas sous les termes qui étaient avant formulés, qui étaient d'en faire une 2x2 voies. Le renforcement du cadencement du train entre Toulouse et Castres, qui passe par une autre vallée, mais que nous avons intégré au projet parce qu'il nous semble être un outil absolument nécessaire au XXIe siècle, qui doit être renforcé et qui en plus est un objectif affiché de la région Occitanie. Et enfin, cette toute nouvelle proposition qui est la première véloroute nationale française et qui a pour ambition de commencer enfin à avoir une politique claire du vélo en France qui s'adresse non pas simplement à nos concitoyens des villes, mais qui crée de nouveaux liens entre les villes et les campagnes, qui crée de nouveaux liens dans nos déplacements et nos mobilités du quotidien. Et on va en reparler. Donc ça, c'est le premier axe, c'est 3 voies connectées et interconnectés qui permettent de changer nos logiques de déplacement sur le territoire. Le second axe, c'est un rééquilibrage du territoire. Nous voulons instaurer de nouveaux liens entre les métropoles, ce qu'on appelle aujourd'hui les métropoles et les dynamiques métropolitaines qui sont dans le référentiel de nos élus, la chose qu'il faut suivre, mais on voit bien qu'il y a urgence à démétropoliser nos imaginaires, puisque avec le Covid, on a bien vu que nos villes étaient fragiles, que nos villes sont en train de devenir des enfers.
Quand il va faire 50 degrés, moi j'espère que j'habiterai plus à Paris, parce qu'en fait, même, c'est terrible ce que je dis, mais même en plantant les arbres aujourd'hui, ça va être un enfer. Donc il est grand temps de se saisir aussi de nos territoires ruraux pour reconnaître leurs valeurs, les préserver. Et donc là, c'est absolument l'inverse qui est fait dans ce qu'on voit aujourd'hui sur notre territoire. C'est absolument terrible pour nous de voir que des platanes centenaires sont en train d'être tronçonnés, condamnés à mort. Il faut le dire, ils sont condamnés à mort, ils nous condamnent à mort. Dans ce rééquilibrage territorial, évidemment, il y a la question de l'emploi et la question de l'aménagement. Donc nous avons travaillé effectivement sur le réaménagement de nos zones d'activité, vous allez le voir après, et dans l'idée aussi d'avoir des équipements un peu phares qui ne sont pas figés, mais qui ouvrent des débats de société sur qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre en avant pour resensibiliser à la fois nos élus et nos citoyens et nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Et puis, la troisième originalité de ce plan, le troisième axe, c'est une stratégie d'acclimatation et de mutation agricole. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que nous prenons acte que quand il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il a été difficile pour l'État de rebondir parce qu'on ne savait pas forcément quoi faire du foncier, bien que dans cette lutte-là, il y avait des gens qui étaient partie prenante, qui s'étaient installés sur le tracé. Nous proposons une reprise de terre originale. Nous proposons à la fois à l'État, aux décideurs politiques, aux associations, aux citoyens, de débattre de la manière dont on pourrait faire ces reprises de foncier, comment on pourrait inventer des communs ensemble, comment on pourrait travailler sur une agriculture paysanne, des installations de nos jeunes dans ces campagnes et de nos aînés aussi, et comment surtout, à travers ce levier foncier, on pourrait avoir une politique ambitieuse d'aménagement agricole, comme on a eu dans les années 70 le remembrement, comment aujourd'hui, avec 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans, on peut avoir une politique agricole en France qui permette de replanter à très vaste échelle. Et donc, ces 366 hectares sur 60 km, c'est une dorsale stratégique dans laquelle on va pouvoir avoir des pépinières temporaires, des jardins partagés, des vergers communautaires pour créer des communs et créer du vivre ensemble. Alors, pour venir un peu plus en détail, quels sont nos objectifs ? 62 km à très court terme de pistes cyclables rendus possibles par cette reprise du foncier. Donc, un choc de visibilité sur le vélo dans nos territoires. À terme, 87 km qui permettront de relier Toulouse à Mazamet. Il ne s'agit pas là de dire à nos concitoyens que nous allons faire de Toulouse-Castres à vélo pour aller travailler. Il s'agit de construire une politique de mobilité dans laquelle le vélo répondra à la fois à tous les déplacements de courte distance qui représentent 50% des déplacements des Français et à permettre de voir émerger une politique ambitieuse d'écotourisme. Et donc à cet égard, le projet intéresse tout autant Toulouse que le bassin d'emploi Castres et Mazamet et tout le linéaire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous entrons en campagne pour défendre ce projet sur à la fois le linéaire concerné par l'A69, mais aussi à Toulouse, qui nous semble être une ville qui peut profiter de ce nouveau rapport entre la ville et les territoires ruraux. 4000 déplacements jour sur la véloroute nationale 1 en 2030, avec l'idée qu'on va avoir un report modal. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Anne, 7500 véhicules environ en moyenne roulent sur cette nationale. Nous voulons voir ce chiffre baisser. En fait, ça devrait être ça, une politique publique ambitieuse aujourd'hui en France. Personne ne le dit, mais il y a les villes où on veut voir baisser le trafic. Et on veut le voir baisser partout, le trafic automobile, en fait. Et donc, si vous regardez, notre logique n'est pas une logique décroissante en réalité. Si on fait le calcul, nous tablons sur moins 25% de voitures individuelles sur ce tracé, mais nous tablons aussi donc sur 4000 déplacements jour, donc on voit que le total, c'est une augmentation du nombre de déplacements. Donc c'est une croissance des déplacements, mais qui est une croissance vertueuse, une croissance qui a un faible impact écologique, mais un méga impact sur le lien social, un méga impact sur le renforcement de nos tissus à une échelle locale. L'autre ambition, comme je disais, c'est le train. Le train, 5 nouvelles gares, un cadencement revu avec des trains courts et des trains longs pour avoir plus d'efficacité sur ce tracé et en plus pouvoir développer, et ça c'est quelque chose qui est venu suite aux échanges qu'on a avec les habitants qui ont eu des échanges très, très pertinents, développer le fret et donc là aussi faire baisser le nombre de camions sur la nationale. Et donc
enfin cette nationale dont je parlais, qui en fait va muter dans ses usages et dans ses représentations, puisque ce sera une route nationale du partage, c'est-à-dire une route nationale à la fois où il y aura vraiment des transports collectifs efficaces, avec des points d'arrêt réguliers et identifiés, une route nationale où il y aura des points d'arrêt conviviaux en relation avec la véloroute nationale et avec tout type de transport, des lieux où l'on pourra s'arrêter pour consommer local avec des circuits courts, où on pourra avoir des lieux festifs, des lieux culturels. Et donc en fait, cette route, elle va retrouver ce qui a été le bénéfice des routes nationales pendant une partie du siècle dernier, c'est-à-dire vraiment des routes où l'on s'arrête, où il y a du lien social et où un imaginaire positif peut se développer. Alors, je vais passer rapidement. Donc, pour désarmer certains arguments, nous, on montre aussi que dans ces réaménagements possibles, il y a peut-être la création d'une 3e voie de dépassement à certains endroits. Ça existe déjà, mais peut-être qu'on peut renforcer cette efficacité. Et donc, pour désarmer un argument d'Atosca qui nous dit qu'une alternative aurait pour conséquence d'abattre 7 fois plus d'arbres, nous leur montrons tout simplement que c'est possible de garder les arbres, en fait. Je veux dire, voilà, il suffit de faire une étude un peu poussée pour se rendre compte qu'on peut garder les platanes existants, faire la voie de dépassement au bon endroit et même replanter des arbres en plus pour assurer un confort d'usage de la route qui nous permette de ne plus utiliser la clim. Voilà. Et donc c'était le but aussi des nationales pendant des dizaines et des décennies. Toutes nos nationales étaient plantées d'arbres. Aujourd'hui l'État, et c'est dramatique, tronçonne ces arbres, on l'a vu à Vendine et ailleurs. Donc nous voulons les replanter à vaste échelle, et ici en l'occurrence un cas concret, c'est qu'il faudrait replanter 40 km de linéaire. Donc c'est quand même tout à fait énorme, mais ça montre à quel point nous avons abandonné nos routes nationales pour des infrastructures, puisque nous n'avons plus entretenu ces alignements qui sont pourtant vitaux pour le confort des usagers, pour notre confort climatique dans les prochaines décennies. Alors, on s'est un peu amusé aussi à faire des affiches qui donnent un peu un référentiel, etc., et qui donnent envie. Donc, je parlais de la Véloroute nationale 1. Là, l'idée, c'est que, comme je disais, on travaille sur les courtes distances. Donc, il y a un système aussi de redévelopper le vélo, regarder quelles sont les séquences sur le territoire. Il y a un vrai enjeu de retrouver de l'égard sur ce territoire, de retrouver, de recomprendre sa géographie. Donc cette véloroute, en fait, ça n'est pas une infrastructure, c'est un équipement. Et la grande différence entre les deux, c'est qu'elle ne coupe pas le territoire, elle l'épouse, elle se met au service du territoire, et elle en révèle à la fois la beauté, et puis elle instaure de nouveaux liens beaucoup plus apaisés, à la fois dans la manière dont elle l'aménage et dans la manière dont elle va être utilisée, puisque ce n'est plus une nuisance de se déplacer avec cette véloroute nationale, c'est un plaisir en fait. Voilà. Et donc nous, le travail qu'on voulait faire et qu'on va poursuivre dans les mois qui arrivent, c'est d'aller voir nos concitoyens sur ces séquences en fait, et de leur demander au bord de la véloroute, sur le foncier rendu disponible par l'abandon de l'autoroute, qu'est-ce qu'ils voudraient voir émerger pour servir leur quotidien, leurs désirs, etc. Alors, une des grandes forces du projet, c'est aussi de proposer une véritable politique économique, puisqu'on est réaliste aussi, on sait bien que malgré tout, il y a une demande de nos concitoyens vis-à-vis de l'emploi. Et donc, nous, on a travaillé sur cette idée. Et donc, cette idée très importante qu'il faut comprendre dès le départ, c'est qu'à une logique qui nous est présentée depuis 60 ans d'économie des longues distances, une économie des dépendances extérieures, à la fois matérielles et immatérielles, avec tout ce qu'on sait du numérique, etc., nous proposons une logique des courtes distances, du lien social, et donc de rediriger toutes nos politiques d'aménagement autour de ce projet. De ce projet qui croise, comme je l'ai dit, 3 types de voies, ferroviaire, route nationale et véloroute, et donc de faire des choix dans nos politiques d'aménagement qui vont permettre de rediriger les emplois futurs vers une plus grande autonomie de nos territoires, et donc de sortir de ces dépendances. En fait, par une croissance de nos liens, on peut sortir de nos dépendances. Il suffit de retrouver des leviers
dans nos ressources, dans les lieux équipés. Il a été rappelé qu'il manquait aussi des services publics. C'est une question importante qui n'est pas abordée ici, mais que nous saluons dans la réflexion. Et donc, ces emplois, ils vont permettre cela. Alors, de quelle manière ? Par des filières artisanales, retrouver beaucoup plus d'artisanat sur nos territoires. Donc appuyer toutes les politiques publiques qui permettent cela, des reconversions professionnelles par exemple. Il y a l'écotourisme, et là j'ai donné déjà quelques pistes avec la véloroute nationale, et donc on imagine toutes les externalités positives qui pourraient sortir de ce projet. En fait, le projet de l'autoroute, ce n'est que des externalités négatives, c'est-à-dire des choses impensées qui sont induites par la vitesse et par l'artificialisation. Nous, on a un projet qui est vertueux et qui va produire des externalités positives pour le territoire et le cadre de vie. L'écotourisme, donc je disais, l'éco-construction et la rénovation. Chez nous, c'est un territoire d'argile, le Haut-Garonne et le Tarn. On parle de Toulouse, la ville heureuse. C'est de l'argile en fait, de la brique en terre cuite. Il existe aussi dans nos campagnes la terre crue. Et donc aujourd'hui, même dans le Tarn, on a une entreprise qui est la seule entreprise en France qui a des ATEX. Les ATEX, ce sont des normes en fait qui permettent d'utiliser la terre crue. Et elle est agroyée. Et donc nous voulons travailler avec ces acteurs du territoire pour recréer une filière vertueuse et biosourcée de la terre crue. La terre crue, c'est 0 émission carbone, 0, c'est-à-dire c'est de l'eau, de la paille et de la terre. Et c'est comme ça qu'on construisait nos fermes, que nos fermes sont en adobe dans la région. Certaines s'effondrent parce qu'on les a abandonnées pour construire des lotissements. Et nous voulons à la fois les restaurer et permettre à une filière de l'éco-construction de se développer pour les usages futurs et l'habitat qui pourrait, les futurs habitants qui pourraient venir sur ce territoire. Enfin, 2 points, l'agriculture durable, induite à la fois par la reprise des terres et puis peut-être par l'installation de nouveaux paysans à travers de nouveaux partenariats et de nouvelles dynamiques à mettre en œuvre sur cette stratégie foncière, à inventer. Et puis enfin, la cyclo-logistique, c'est-à-dire vraiment avoir des emplois de logistique, mais à petite échelle. Et ça aussi, ce sont des besoins identifiés aujourd'hui et qui ont même été soulignés par ce gouvernement. Alors pour animer tout ça, on a pensé aussi à réinvestir des lieux abandonnés du territoire ou en déprise. Et ce sont ces 7 équipements leviers. 7 équipements qui sont c'est pas des équipements figés. Nous, on va en rediscuter avec les habitants, mais c'est des équipements qui permettent à la société civile, au monde politique, de s'emparer de sujets qui nous semblent intéressants et qui pourraient être des sujets qui peuvent se déployer sur d'autres territoires aussi. Le premier, c'est la centrale des fertilités. Qu'est-ce que c'est ? C'est à Gragnac. À Gragnac, il y avait une centrale à enrober qui a été abandonnée. Ça a été une souffrance terrible pour les habitants. Et nous voulons réparer ces souffrances avec ce qu'on appelle la centrale des fertilités, qui n'a rien d'une centrale. Concrètement, c'est un parc fertile. C'est un parc qui permet de produire des terres fertiles avec des amendements de compost, avec des amendements de terre, et qui permettra demain à nos agglomérations de ne plus racler des terres agricoles pour replanter les villes, mais au contraire de se fournir avec ces terres végétales, que nos concitoyens se fournissent dans ces terres végétales pour leur plantation, pour comprendre les systèmes de plantation, pour comprendre aussi l'importance de nos sols et de l'importance de les préserver. Il y aurait peut-être par exemple un centre culturel de la terre qui permettrait vraiment de prendre conscience de ces enjeux-là. Vous savez qu'aujourd'hui les sols sont les principaux leviers de captation du carbone, entre guillemets, même si j'aime pas parler de choses si techniques pour parler des sols, puisque c'est beaucoup plus que ça, mais c'est quand même un enjeu, et donc c'est une question importante. Alors on l'a décliné selon plein d'équipements, l'école de la transmission écologique, donc vraiment la question de vraiment former maintenant les gens, soit nos jeunes, soit nos aînés qui seraient en redirection de carrière. La base aérienne et météorologique, qui est en fait un équipement existant qu'on souhaite voir enrichir. On va le voir ici, voilà. L'idée là, c'est de montrer que des mobilités aériennes durables entre guillemets sont possibles, ou soutenables en tout cas, à travers donc c'est une base qui accueille des planeurs aujourd'hui. Et les planeurs, en fait, c'est incroyable. Je ne savais pas comment ça marchait, mais en fait, vous avez un treuil qui tire et l'avion s'envole. Et il n'a pas de moteur. Donc c'est un outil de loisir, mais c'est un moyen aussi de comprendre
qu'on peut avoir des mobilités aériennes, puisque je crois que parler des mobilités autres que la voiture, c'est intéressant. Et donc là, on a un imaginaire désirable qui peut surgir et qui peut s'accompagner aussi de politiques qui viennent, encore une fois, sensibiliser nos concitoyens. Alors à cet égard, on a pensé par exemple à un observatoire du changement climatique, peut-être avec des partenariats à nouer, ça peut être avec Météo France, pour que nos écoles viennent, nos jeunes écoliers viennent découvrir comment fonctionne le climat, comment il se dérègle. Ça peut créer des vocations, ça va créer nécessairement des sensibilités, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour voir notre société aussi s'emparer de ces sujets. Je reviens en arrière pour montrer les autres équipements. Donc le hameau des low-tech, montrer qu'on peut parler low-tech et pas simplement parler high-tech, transformer la société, se réemparer aussi, nous, concrètement, de savoir-faire, parce qu'il y aura des lieux de réparation, des lieux d'invention aussi, de nouveaux, de nouveaux biens du quotidien. Et puis, le dernier équipement dont je voulais vous parler, c'est la Cité du Vélo, qu'on a pensé à Castres, dans une des anciennes usines, une des dernières usines en déprise qui accueillait avant du textile, et qui serait l'idée d'avoir un grand pôle pour la région castraise des mobilités douces, en faire vraiment un pôle d'excellence en France, là aussi qui s'appuie sur des politiques publiques comme France 2030 par exemple. Et donc l'idée, c'est de voir émerger un lieu mixte, un lieu où il y a à la fois de la production de vélos français et made in Occitanie, un lieu où il y a des associations, des lieux de réparation et de ressourcerie pour le vélo, et un musée populaire du vélo. Et ça, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça parle de la vie des gens. Ce sera un musée qui sera gratuitement mis en œuvre, puisqu'on va leur demander d'amener leur vélo et de ramener avec leur vélo leurs histoires de famille. Et donc, c'est un musée qui parle des gens, c'est un musée qui parle de nous. Alors, sur l'économie, on parlait d'un enjeu absolument central qui est la question du zéro artificialisation nette. Et là encore, à la matière, nous avons pensé des choses. Ici, vous avez la zone d'activité de Soile, de la Prade, où aujourd'hui vous voyez les pins qui sont en bas à gauche qui viennent d'être tronçonnés aujourd'hui même par le concessionnaire ce matin. Voilà. Et donc nous avons travaillé sur ces zones en expliquant qu'on n'est pas obligé d'artificialiser de nouveaux territoires, mais que nous pouvons, dans ces zones qui sont un peu des impensés de l'aménagement, ou en tout cas d'un certain modèle d'aménagement, avoir des conditions beaucoup plus confortables que cette situation actuelle, et celle qui attend tout ce qui va se passer avec l'autoroute. C'est ça qui va nous attendre partout sur le territoire. Donc nous avons travaillé sur ça. Voilà, en fait, vous voyez la différence. Donc, clairement, c'est une replantation massive, rendre ces lieux, en faire de véritables lieux, des espaces de destination pour les habitants, une densification des emplois et des fonctionnalités sur ces espaces, mettre en œuvre la transition à travers le réaménagement des différentes parcelles avec moins de parking, plus de plantations, enrichir de manière artisanale les zones d'activité qui sont pour l'instant très logistiques, ou parfois avec des circuits alimentaires qui ne sont pas forcément approvisionnés en circuit court. Et puis c'est aussi faire en sorte qu'on ait une isolation thermique de l'énergie renouvelable sur les bâtiments existants. Donc tout ça, c'est possible avec les matériaux biosourcés, comme je vous le disais, que l'on prône, nos matériaux biosourcés du territoire, et qui pourraient servir la matière, en fait, nos matières du territoire, pour le transformer sans dépendre, encore une fois, des parpaings produits à Lille, par exemple. Et donc dans ce schéma-là, l'idée aussi, c'est d'amener le vélo au plein centre de ces territoires, pour réellement que toutes les mobilités que tous nos besoins soient identifiés par nos concitoyens comme accessibles dans ces zones. Donc nous, on ne nie pas que ces zones existent, elles font maintenant partie du paysage, mais il faut les faire muter pour que on donne à nos concitoyens l'envie de se les approprier d'une manière différente. Alors on a travaillé aussi sur les fonctions, donc comme je le disais, sur la ruralité, quelques exemples de programmes possibles, des jardins partagés pour tous les villages, donc recréer là encore une fois du lien social, du tissu associatif, des envies de faire des choses par soi-même, et donc derrière ce qui se joue, c'est vraiment plus puissant, c'est aussi retrouver un sens à ce qu'on fait, ça c'est important. Et donc ce sens, on peut le trouver à travers l'autre, et à travers aussi le réengagement de nos corps dans le monde. Et ça passe par cultiver,
construire des choses, ça c'est très important. Faire du vélo aussi, c'est le cas. Faire du vélo, c'est très politique. C'est politique parce que on réengage notre corps dans le monde. Et donc, on montre aussi qu'on n'est pas forcément dépendant des machines. Et c'est une des raisons pour laquelle on est dans cette crise aujourd'hui. Alors, le projet a pour ambition également, et ça c'est quelque chose qu'on souligne et qui est très important, c'est de ne pas être fataliste sur ce qui nous arrive, sur les effondrements. Qui dit aujourd'hui, c'est extraordinaire, personne ne le dit, mais qui dit qu'un de nos objectifs devrait être d'inverser les dynamiques d'effondrement d'espèces ? Ça paraît évident, mais personne ne le dit. On a perdu 30% de nos oiseaux ces dernières années, ça continue, chaque année on regarde, on attend les chiffres, alors qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer l'année prochaine ? C'est 33, 34% par rapport à 1990 ? Non, nous on veut que l'État, que la loi, que nos orientations et nos objectifs de politique publique soient focalisés sur cet impératif qui est à la fois une défense du vivant, mais même de reconquête du vivant. Et donc, un des objectifs du projet sera évidemment d'avoir cette inversion des effondrements d'espèces. Alors ça peut passer par quoi ? Ça peut passer par effectivement des aménagements vraiment ciblés, avoir beaucoup plus de zones d'expression du vivant, avec des zones en libre évolution, une replantation à vaste échelle des haies, puisqu'on sait qu'on manque de haies aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on détruit 2/3 de plus de haies que ce qu'on en plante. Donc on est en perte, il y a déjà une perte massive, on en a perdu des centaines et des centaines de milliers de kilomètres, mais on continue à en perdre plus qu'on en crée, et il faut arrêter d'en perdre déjà et en créer en plus. Et donc tout ça va servir à nos oiseaux, ça va servir à nos insectes, ça va servir aussi dans une politique d'agroécologie. Il faut arrêter, et vraiment maintenant le législateur doit s'emparer de ça, c'est qu'il faut arrêter avec les pesticides, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une politique ambitieuse de bifurcation agroécologique en France, et ça passe par de multiples techniques, par la valorisation d'associations aussi qui travaillent sur ces sujets-là pour permettre aux agriculteurs de franchir le pas. Donc voilà, il faut retrouver tout ça, et puis l'idée de créer des milieux humides et donc de replanter à vaste échelle, comme je l'ai déjà dit, et qui est vraiment un enjeu important. Alors, nous on veut travailler, on a fait ces petites affiches aussi qui sont des clins d'œil à nos décideurs politiques, hein. C'est l'idée de dire, on ne nie pas qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'un mandat a lieu, un mandat présidentiel a lieu. Il lui reste 4 ans, et donc on ne peut pas attendre 4 ans encore, la fin du mandat, pour changer de politique. Donc nous mettons les décideurs politiques devant leurs responsabilités, et nous leur disons qu'un meilleur projet est possible, et que c'est à eux de s'en emparer maintenant. C'est pour ça que depuis le début, nous disons depuis le 29 août que nous offrons ce projet, nous l'offrons à nos décideurs politiques, pour mettre en débat auprès de la société ces objectifs, et donc nous leur laissons non seulement nous leur ouvrons une porte, en fait, c'est pas une porte de sortie, c'est une porte ouverte vers quelque chose de mieux, en fait, pour notre territoire. Alors on a travaillé, et j'ai bientôt fini la présentation, sur plusieurs choses. D'abord, peut-être sur un montage possible de ce projet, avec l'idée que ça n'est absolument pas figé, mais c'est une réflexion qui pourrait permettre peut-être, aujourd'hui on a des sociétés d'économie mixte qui servent à construire, à artificialiser nos sols par les projets d'aménagement, et bien peut-être que demain on peut en avoir une qui fait absolument l'inverse, c'est-à-dire une société d'économie mixte qui aménage un linéaire de territoire, et qui travaille sur les espaces ruraux, comment on ménage, peut-être pas aménager, mais comment on ménage ces espaces ruraux pour redéployer cette écologie, cette paysannerie, cette envie de créer des liens avec la ruralité, voilà, une politique d'aménagement qui soit réellement apaisée, et qui là aussi est un enjeu majeur, puisque dans cette transition, il y a tous ces métiers de l'urbanisme qui aujourd'hui sont enfermés dans des sociétés d'économie mixte, dans des AC, et peut-être qu'on peut faire bifurquer aussi tous ces métiers-là vers de nouveaux objectifs. Au lieu de bouffer des terres agricoles, peut-être que ces métiers-là peuvent être redéployés vers ces objectifs de travail entre les métropoles et la ruralité.
Et puis, l'originalité de ce modèle, c'est de créer de véritables communs, donc ces terres en commun autour de la société, de la véloroute et de la reprise de terres, avec l'idée de démultiplier les acteurs pour... C'est ce que Elinor Ostrom explique dans le bien commun, pour vraiment être sûr aussi que les décisions qui sont prises servent l'intérêt général. Et donc l'idée que les 7 équipements leviers dont nous parlions soient gérés eux-mêmes par des partenariats publics-privés avec des parts dans la société d'économie mixte, c'est l'idée aussi de partager des intérêts qui font avancer ces grands sujets ensemble dans une politique cohérente d'aménagement du territoire. Le dernier point, c'est celui, pour nos décideurs politiques, des financements et de comment on met tout ça en œuvre. Et alors là, nous avons décidé, nous avons eu ce parti de vraiment rechercher ce qui étaient les politiques publiques existantes, les financements existants, pour que nos décideurs politiques aussi puissent avoir cette visibilité sur les possibilités de rapidement changer de modèle. Et donc à cet égard, il y a plusieurs choses qui sont... On a regardé ces investissements, et puis, enfin ces politiques publiques et ces financements, et puis nous les avons répartis en fonction de ce qui nous paraissait pertinent, en fonction des thèmes. Donc par exemple sur le vélo, il y a le plan vélo annoncé par Clément Beaune, 2 milliards d'euros, 4 milliards d'euros pour les collectivités. Et donc on imagine mal comment ce plan ne pourrait pas être mis au bénéfice de la première véloroute nationale française. Il y a évidemment l'Europe, et puis il y a les collectivités locales et la région Occitanie qui ont un vrai rôle à jouer. Donc nous aussi nous les mettons devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, Carole Delga à ce jour n'a pas pris position par rapport on note qu'elle n'a pas pris position par rapport à ce projet qui a été remis en main propre par notre député. Et donc, nous espérons rapidement que nous pourrons le lui présenter pour que, peut-être, elle tienne compte de ce nouveau projet, de ce qu'il porte, et que finalement, et de l'intérêt qu'elle aurait à peut-être changer d'avis. Voilà, il n'y a pas de fatalité à changer d'avis, on peut faire des erreurs aussi dans les décisions, surtout quand un projet est un héritage de 30 ans et qu'il n'est pas porté par la personne en question de base. Et donc, nous, aujourd'hui, voilà, nous sommes vraiment dans une démarche constructive, la plus constructive qui soit, puisque comme je le disais, nous, en plus d'être toujours dans le dialogue et dans la non-violence, nous proposons en plus quelque chose pour sortir de cette crise qui n'est pas figée, mais qui est une mise en débat pour avancer. Et donc aujourd'hui, on a aussi produit ces images pour dire que nous entrons vraiment véritablement en campagne sur notre territoire. On a 200 bénévoles sur le tracé. Nous avons imprimé 100 000 exemplaires du flyer que vous avez ici et qui permet à nos concitoyens aujourd'hui de se tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain, et puis sur la bataille des idées aussi. Et donc, ce qui est original aussi dans cette lutte, c'est ces va-et-vient entre la lutte sur le terrain et l'envie des citoyens de construire des choses matériellement et concrètement avec les tissus associatifs qui sont en train de nous rejoindre, et puis de les convaincre sur le terrain vraiment des idées que, en fait, de nouvelles perspectives sont possibles et qu'elles peuvent être pionnières sur notre territoire et un modèle pour d'autres territoires à l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Peut-être rajouter que les élus locaux vont être invités, ils ont été signataires d'une pétition et ils vont être invités à cette présentation du projet là, à la fin du mois. Il y a à peu près 150 élus qui ont répondu favorablement. Voilà, donc ça c'est un signe très positif. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Non, tout le monde est au point. Tiennent déjà contre ce projet depuis longtemps, donc qui essaient
de faire porter leur voix et qui sont parfois sanctionnés. Il y a des outils de travaux qui ont été mis à disposition sur un blog de Mediapart par un conseiller municipal, Maxime Lacoste. Donc c'est prêt à l'emploi. Hein. Il est de Saint-Sulpice-la-Pointe, au conseil municipal. Et donc il a un peu résumé pour des élus comment faire sur l'aménagement du territoire, sur des terres agricoles, etc. Des choses très concrètes. Il n'y a pas vraiment d'atelier de travail qui a vraiment démarré concrètement. Le dossier, il a été envoyé, ça, je te laisse le peut-être, préciser. Anne, Ouais. tu veux répondre peut-être, parce qu'en plus, c'est toi qui l'as porté et qui a eu la réponse du ministre. Alors en effet, j'ai effectivement remis en main propre pour le collectif le projet alternatif, et à Madame Delga, qui à ma connaissance ne s'est pas prononcée dessus, et à Monsieur Clément Beaune. C'était assorti d'un courrier que nous lui adressions avec 5 collègues, même mes collègues LFI, enfin NUPES de Haute-Garonne et du Tarn. En lui demandant justement de bien vouloir le considérer. Et il nous a justement répondu par courrier, je l'évoquais un peu au début, le fait que des alternatives avaient déjà été testées sans succès. Donc je le disais tout à l'heure, en l'occurrence c'est faux, d'autant qu'en plus même sur les études qu'il semble avoir fait, il n'y a jamais eu de données publiques, donc publiées, le collectif élus locaux et tout les réclament depuis des années. Mais quant à ce projet en particulier, dans son courrier, il semble le résumer au projet de véloroute en disant qu'une véloroute ne peut pas remplacer une autoroute. Vous savez quoi, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord ici. Voilà, et comme ça vous a été précisé dans la présentation, il ne s'agit pas de dire que les gens vont faire du vélo de Toulouse jusqu'à Castres et vice-versa, mais bien d'assurer une liaison différente, l'intermodalité entre les différents points d'accès, les gares ou les différents zones de la route nationale qui seraient réaménagées, etc. Et donc voilà, donc ce qui me laisse penser qu'il n'a pas vraiment, qu'il l'a regardé un peu en diagonale, si je puis me permettre. Donc effectivement, on espère, on est en train d'ailleurs de lui répondre également par courrier, une vraie prise en compte de cette alternative, et par ailleurs une publication de la fameuse étude qui aurait été faite il y a quelques années, mais encore une fois sur un projet tout autre qui n'a strictement rien à voir avec ce projet complet, donc avec, comme vous l'avez compris, 3 axes, à la fois la rénovation et le réaménagement de la route nationale, une véloroute pour les petites distances et un développement du ferroviaire et cadencement, etc., qui vont tous ensemble pour assurer justement des déplacements dignes de ce nom. Eh ben, comme j'avais commencé à le dire, on est en train vraiment de mener une campagne citoyenne sur le terrain. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a des retours absolument positifs de tous les habitants, quasiment, je dirais un taux de 90%. D'opinions positives quand on va sur le terrain, et que voilà, il y a un vrai enthousiasme sur ce projet, puisqu'en fait jusqu'à maintenant les gens étaient résignés. Les gens disaient de toute façon qu'est-ce que vous voulez faire, l'autoroute elle va se faire, voilà, c'est pas que je suis pour ou contre, mais on n'a pas notre mot à dire, quoi. Et en fait ce projet il ouvre vraiment des perspectives et de l'espoir chez des gens qui justement ne savaient pas encore comment se positionner par rapport à ça, et en plus qui n'avaient pas toutes les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens ne sont pas au courant qu'ils vont payer 17 € aller-retour avec cette autoroute. Et ça, c'est très grave. C'est que ça se fait dans le dos des gens, et ça pose vraiment des questions sur la transparence, la manière dont on communique sur nos projets avec les citoyens.
et qui est un point sur lequel il va falloir travailler dans l'avenir pour nos prochains projets d'aménagement. Et donc cette campagne, elle se matérialise à la fois comme ça, elle se matérialise aussi par des actions qu'on va mener, des actions vraiment de campagne avec Amine et d'autres à Toulouse et sur le tracé, on fera des actions symboliques, il y a des meetings, comme on l'a dit, le rendez-vous avec les élus qui va permettre d'informer les élus du territoire. Et encore une fois, il n'y a pas du tout un consensus sur l'autoroute aujourd'hui sur le territoire. Il y a 60 élus en gros qui ont signé une tribune pour le projet d'autoroute et déjà 120 ou 130 qui s'étaient positionnés contre, et puis beaucoup qui ne disent rien parce qu'ils ont peur. Et donc ça, c'est très important. Nous voulons aller les voir aussi et leur dire, regardez ce que vous pouvez porter pour l'avenir, quelque chose vraiment de beaucoup plus beau que l'autoroute. Et donc ça va être un travail des prochaines semaines, c'est aller voir ces élus pour aussi tenter de les convaincre. Et puis, il va y avoir une mobilisation également qui commence à prendre forme des différentes communes sur le tracé. Parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est les futures constructions des 2 unités de production d'enrobés à chaud. Et là, les retombées sanitaires, elles sont graves, puisque les vents vont disperser ces hydrocarbures-là, ces émanations à 20 km à la ronde. Il y a plus de 500 exploitations agricoles qui vont être impactées. Et ça, c'est une bombe à retardement. Donc, il va y avoir des réunions publiques. Là, il y en a une qui est prévue le 5 octobre sur la commune du Fagé pour informer les populations qu'il y a 2 unités qui sont en construction, une à Puylaurens et une à Villeneuve-les-Lavores. Et là, les gens commencent à réaliser. Donc, en fait, elle rebondit, la mobilisation. Elle prend des formes différentes, mais elle va pas faiblir. Oui, je voulais simplement rajouter que la situation dans laquelle on est une situation de crispation. Il y a une dizaine de personnes qui sont entrées en grève de la faim. Il y a une mobilisation immense qui est prévue le 21 et 22 octobre, comme celle qui avait eu lieu en avril. Je pense pas que Madame Delguet et Monsieur Bonne soient dans une situation très confortable au regard de leurs déclarations, au regard du mal qu'ils ont à défendre ce projet, autant d'un point de vue écologique que social. Les arguments de Monsieur Bonne, j'espère vous avoir convaincu ici qu'ils ne sont pas très, très performatifs, très en tout cas efficients, puisque encore une fois, on n'est pas sur un territoire enclavé. Encore une fois, une infrastructure ne désenclave pas forcément un territoire, même s'il l'était. Et c'est un désastre écologique, mais ça, plus personne ne le nie. Donc, moi, je crois que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous savez, il a été abandonné en 2018. La mobilisation avait commencé 10 ans auparavant. L'autoroute, elle va mettre du temps à être construite et il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde, y compris aux décideurs, de faire une pause et de discuter, de réétudier les alternatives et de mettre en pause les chantiers en attendant qu'une solution ait été trouvée. Voilà, alors après, demander, puisque ça n'a pas l'air ça a l'air d'être bouché, qu'est-ce que vous faites ? On fait ça, voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça me paraît juste, et en tout cas, ça me paraît la direction à suivre. Nous avons présenté le projet à Sciences Po Toulouse il y a quelques temps. Bientôt, on va le faire à Sciences Po Paris. Il y a un débat qui est prévu à l'école d'urbanisme. Nous allons inviter un représentant du ministère des Transports. Nous allons inviter Madame Delga. Donc, nous voulons laisser la porte ouverte au débat. Je crois qu'ils sont dans une situation, encore une fois, très inconfortable d'avoir à défendre un tel projet. Parce que ce soit sur le point de vue écologique, social, économique, c'est un projet qui est indéfendable. Et là, ne se joue pas simplement le devenir de quelques terres agricoles entre Toulouse et Castres, il y en a beaucoup quand même, mais le débat sur l'aménagement du territoire. Il y a une 40aine de projets autoroutiers qui sont prévus comme ça en France. Et c'est juste un enjeu crucial qu'on est en train de jouer là. Parce que si on est en train de dire qu'on veut faire une planification écologique, j'entendais Elisabeth Borne nous dire il y a quelques jours, il faut sortir durablement de nos dépendances. Je ne suis pas sûr que le meilleur moyen soit de construire des autoroutes. Monsieur Macron disait hier soir, le prix
du carburant et de l'énergie va continuer à augmenter durablement, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de désenclaver des populations que de les enfermer dans une consommation de carburant dans ces conditions. Donc je crois que le débat doit rester ouvert sur ce dossier et je pense que ça ferait du bien à tout le monde qu'il y ait une pause. Et de toute façon, nous, on continue à défendre la voie qu'on pense juste et de toute façon que les scientifiques, les organes indépendants et les citoyens, évidemment, soutiennent manifestement. Oui, juste ajouter justement pour rebondir là-dessus que, en l'occurrence, Monsieur Beaune a bien dit qu'il était en cours de révision, notamment des 10 plus grands projets autoroutiers prévus en France. On attend toujours ses conclusions. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en début d'été, il me disait bien que l'objectif était d'en arrêter quelques-uns. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une réflexion sur ce qu'on doit faire de ces grands projets, de ces grandes infrastructures. Donc là, on a bien compris qu'on est effectivement sur un projet particulier qui, je reprends ton terme, il est très bon, qui concentre les crispations. On l'a dit, il y a des gens qui sont dans une telle situation de désespoir qu'ils mettent leur vie dans la balance, tellement ce projet leur semble destructeur et inutile. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été énoncé. Donc là, j'appuie ce qui vient d'être dit. Je pense que là, l'urgence qu'elle soit pour M. Beaune, Madame Delga, c'est de mettre une pause, de suspendre les travaux et de réfléchir, tout simplement. On s'arrête, on réfléchit, plutôt que de foncer, de continuer à détruire, parce que là, ce qu'on voit bien, que l'objectif, c'est de quoi ? C'est de détruire à tout va et d'arriver peut-être au moment où il y aurait une décision de la justice qui peut-être irait dans notre sens, parce qu'il y a quand même énormément d'arguments qui vont dans ce bon sens, comme vous l'avez entendu, mais ça sera trop tard. On voit bien qu'il est là le risque, et c'est probablement ce qui est voulu. Et je pense que même d'un point de vue du message envoyé à la population, aux citoyens qui se mobilisent, mais même à l'ensemble de la population française qui voit bien les enjeux écologiques auxquels on fait face aujourd'hui et leur accélération, j'insiste là-dessus, il faut faire autrement, et il est urgent, à mon sens, d'arrêter et de réfléchir. Et pourquoi pas, donc ce projet permet justement d'avoir une base de réflexion. Vous l'avez entendu, je crois, c'était clair dans la présentation, tout n'est pas figé. Il y a des pistes de réflexion autour de l'aménagement du territoire derrière qui me semblent hyper intéressantes, et que sûrement les citoyens auraient envie justement de s'investir là-dedans, de réfléchir ensemble à ce qu'on veut. En tout cas, il est urgent de s'arrêter et de réfléchir. Ouais, Ouais. Il y a aussi quelqu'un derrière, je sais pas comment. Non, je voulais simplement saluer le travail qui a été fait avec ce projet, parce que c'est vrai que bien souvent, il y a des grands projets qui se font, Notre-Dame-des-Landes qui ne s'est pas fait, il y a d'autres projets comme Bure, mais je ne vais pas revenir sur Bure. Et là, ce qui a été produit, c'est un super exemple d'aménagement du territoire, intelligent. Une chose qu'on n'entend plus parler de l'aménagement du territoire, ça a été abandonné dans les années 60-70. On est parti sur l'autoroute, c'est les années Pompidou. Il faut savoir que même à Toulouse, par un temps, ils avaient prévu au début des années 70 de recouvrir le canal du Midi et en faire une rocade. Donc il serait temps de sortir de cette logique. Alors Carole Delga, dans une logique productiviste, elle est à l'écoute des grands décideurs. Donc pour avoir sa stature régionale, elle va vers l'autoroute, elle va vers ça. Elle pense que c'est bien, mais je pense qu'ils doivent être bousculés dans leur certitude. Et cet outil-là qui va diffuser à 100 000 exemplaires taillés auprès de la population, ça c'est génial de faire une campagne de terrain, parce que ça c'était conçu par toi, enfin par plusieurs, et maintenant il faut le faire collectivement avec les citoyens. Et moi je veux bien participer aussi à cette campagne de terrain pour sensibiliser, comme je suis député de la Haute-Garonne, et je suis confronté aussi à des projets de... Voilà, 80% de la population qui habite dans Main-Circot utilise la voiture pour aller travailler. Et le train, il faut le développer. Donc bravo à ce que vous avez fait. Puis je pense qu'on va gagner sur ce projet-là. Merci. J'en suis pratiquement persuadé. Oui, moi je vais juste rajouter un petit élément par rapport à la question des collectivités territoriales et surtout comment peut-être gagner ces élus qui ont peur aujourd'hui de se positionner. Comme vous le savez, on va rentrer dans la phase de débat budgétaire et la situation pour les collectivités est dramatique. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend une réorientation soi-disant de budget vert. Et peut-être que par ce bout-là, il y a possibilité aussi de sensibiliser justement les élus locaux qui aujourd'hui sont un peu dépourvus, qui sont en difficulté de pouvoir justement réagir à de tels projets écocides.
Et il y a peut-être à travailler avec eux sur ces aspects, notamment je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais de dotation qui aujourd'hui s'orienterait, je vais le dire comme ça au conditionnel, hein, s'orienterait vers soi-disant une transition écologique. Et il y a peut-être à gratter sur cet aspect-là pour les amener à justement combattre tous ces projets écocides. Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. Et puis il y a vraiment cette idée de montrer que depuis les années Pompidou, en fait, il y a ce référentiel de la voiture qui a encore été réaffirmé hier par Monsieur Macron, qui a dit qu'il aimait la bagnole, etc. Enfin, donc en fait, il y a cette volonté de cultiver cette dépendance à la voiture de la part de l'État aujourd'hui, et il faut montrer à nos élus locaux que en fait, on peut sortir de cette politique-là sans pour autant perdre en prospérité. Au contraire, en fait, il faut leur montrer que c'est beaucoup plus beau ce qui peut émerger de ça. Et je trouve qu'à cet égard aussi, on voit bien que le discours qu'on a entendu hier de la part d'Emmanuel Macron, il est très révélateur de quelque chose, c'est que il est obligé, enfin si on prend du recul sur ce qui a été dit, il est obligé d'être dans la gestion de la pénurie. Toutes les questions, c'était comment on va vivre avec cette augmentation du carburant qui est amenée à continuer. Mais en fait, effectivement, c'est terrifiant, quoi. On se dit, si on continue comme ça, que le prix de l'essence est à 3 euros le litre, 4 euros le litre, comment ils vont faire, nos concitoyens ? Il faut vraiment, on sent bien qu'il faut sortir de cette dépendance. Il nous dit qu'il faut sortir des dépendances. Il faut effectivement sortir de la dépendance à la voiture individuelle. Ça ne veut pas dire renoncer à la voiture de manière totale, mais en tout cas, on sent bien qu'il faut qu'on arrive à soulager nos concitoyens pour plus que ce soit une préoccupation, cette affaire de dépendance budgétaire au transport. Et ça, c'est possible grâce à ces mobilités douces qui, justement, sont des mobilités qui ne coûtent pas aux habitants, puisque 1 kilomètre à vélo, c'est gratuit, quoi. Et que même ça a été montré que pour la collectivité, 1 kilomètre je n'ai pas le chiffre exact, mais 1 kilomètre parcouru en voiture, ça coûte 59 centimes, entre guillemets. Et ça rapporte 19 centimes si c'est fait à vélo. En termes de toutes les externalités, si on regarde la prise en compte globale de toutes les externalités qui gravitent autour de ces modes de déplacement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à changer même au sommet de l'État, puisque jusqu'à maintenant, en fait, l'État est persuadé, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette logique de voiture verte, qui est délirante, puisqu'on n'aura pas du tout les moyens d'avoir 40 millions de véhicules avec des batteries, c'est que l'État a une vision comptable. Il a une vision de qu'est-ce que va rapporter l'économie de la voiture. Parce qu'en fait, derrière, ce qui se joue, c'est concrètement que nos concitoyens, tous les 5 ans, changent de voiture et qu'ils fassent un emprunt à 30 000 € pour avoir une voiture. Donc derrière, l'État a beaucoup à gagner à très court terme en termes de recettes fiscales. Mais en fait, comme je le disais, ça coûte 59 centimes par kilomètre. Et donc si on prend du recul et qu'on regarde vraiment ce que ça pourrait rapporter d'avoir une politique ambitieuse dans des transports différents, on se rend compte qu'en fait, l'État a y gagné à changer ça. Mais c'est très difficile parce que pour l'instant, il est enfermé dans cet état d'esprit qui est instillé par Bercy, etc., avec des lignes budgétaires. Et donc, il faut sortir de ça, quoi. Ça, c'est vraiment important. Je voulais dire une phrase. Ce projet est hallucinant. Il est indéfendable. Si on n'est pas capable d'arrêter ça, mais moi, j'ai pas confiance dans notre capacité à faire une transition, parce que là, c'est pas juste une transition qui a du mal à démarrer, c'est la destruction qui a du mal à s'arrêter. Donc, il faut vraiment se remettre dans le droit chemin, quoi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour votre écoute. Ce n'était pas prévu, mais on m'annonce que Thomas Braille et d'autres nous attendent, sont devant l'Assemblée nationale en ce moment pour nous voir. Donc, je propose qu'on aille les saluer ensemble, tous ceux qui le souhaitent ici. Et encore merci donc pour cette présentation et pour votre attention à tous, en espérant que ce sera un petit coup de pouce pour faire connaître ce projet et là, surtout la possibilité d'une alternative à la destructrice A69. Je vous remercie.